Tous, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré et toutes nos excuses pour ce retard indépendant donc de notre volonté. Le Niger toujours aussi dépendant en électricité et les dirigeants toujours aussi insensibles aux souffrances des populations. En effet, 60 ans après l'indépendance du pays, l'autosuffisance électrique reste encore un défi. Les délestages et coupures de ces derniers jours expriment toute l'étendue du chemin à parcourir. Commentaire signé Abdulrahman Younouseissa. Au Niger, 60 ans après l'indépendance, s'il y a un domaine qui résume en lui seul le manque de vision stratégique, l'incompétence, la faillite, l'incurie, les éléphants blancs, le mépris des citoyens, l'impunité de super dirigeants intouchables, c'est bien celui de l'électricité. Fin de citation. Ces propos acerbes, mais assez pertinents, sont du ministre actuel de l'énergie, M. Ibrahim Yacouba, tenu le 13 mai 2021, c'est-à-dire quelques mois seulement avant qu'il ne soit sacré ministre de la République. Alors les choses ont-elles changé depuis? En tout cas sur le terrain, selon toute vraisemblance, non. La vision stratégique n'existe toujours pas. L'incompétence persiste. La faillite et l'incurie sont toujours de mise. Les éléphants blancs ont de beaux jours devant eux. Le mépris et l'impunité sont toujours la règle. Et les super dirigeants intouchables le sont plus encore. Dans le même temps, ce qui n'a pas varié, cependant, c'est la souffrance des populations dans les foyers, les services et les administrations. Et pire, juste dans les hôpitaux et les centres de santé. Là-bas, par faute d'électricité, un véritable drame humain se joue sous les regards impuissants des médecins et autres soignants. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour dans un de ces centres de santé de Niamey en ce jour sombre, au sens propre comme au figuré. Ou bien jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux où défilent à longueur de journée des messages et récits macabres de parents de malades qui assistent dévastés à l'agonie de leurs, sans rien pouvoir faire. Qui doit endosser la responsabilité de toutes ces pertes en vies humaines? Ces pertes provoquées dans l'administration et les commerces, ces pertes causées dans les industries et les foyers de ces centaines de milliers de Nigériens qui s'acquittent pourtant régulièrement de leurs factures. La Nigélec, le ministre de l'Énergie ou bien le gouvernement. Une chose cependant est sûre, aucune parmi ces entités ne respecte ses engagements, celui de veiller au bien-être des populations en assurant la fourniture en temps réel et la continuité du courant électrique. La Nigélec s'apparente plus à une société décadente qui, malgré les centaines de milliards de francs CFA injectés ces dernières années, n'arrive toujours pas à assurer sa mission la plus basique et la plus élémentaire, qui est en réalité sa raison d'être, celle de fournir de l'électricité à ses abonnés de jour comme de nuit, du 1er au 30 du mois, 12 mois par an. Le ministre de l'Énergie, ancien opposant, ayant rejoint les rangs renaissants il y a peu, n'est apparemment juste venu que pour inaugurer les chrysanthèmes. La verve, la pertinence et la franchise dont il a fait montre dans ses propos du 13 mai 2021 sont loin, très loin derrière lui. Que dire alors du gouvernement et de son chef, qui semble être à des années-lumière des préoccupations des populations qu'ils sont pourtant censés servir? Normal, puisque les coupures et les délestages d'électricité sauvage, ils ne connaissent pas. Eux-mêmes et leurs familles, femmes et enfants, sont épargnés de ce genre d'épreuves, puisque très haut perchés dans les faveurs de la République. Oui, il en est comme ça de l'électricité aussi. Tous les Nigériens ne sont pas logés à la même enseigne. La populace restera aussi longtemps que nécessaire dans l'obscurité et la pénombre. Elle continuera à faire face à la chaleur torride et aux assauts des moustiques. Elle continuera à pleurer ses morts dans les hôpitaux, en attendant que les maîtres décident enfin autrement, ou que Dieu Tout-Puissant apporte la solution. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra, le COHO, a animé cet après-midi à son siège un point de presse
Il est relatif à l'organisation du Hajj 2023, en tout cas, et son évolution à ce jour. Plus de précisions dans ce compte rendu. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra, par ce point de presse, dresse la situation et l'évolution de l'organisation du Hajj 2023 en 4 grandes lignes. D'abord sur la question des versements des montants et les visas des pèlerins. Les opérations de transfert qui ont souvent constitué le point de blocage pour le processus de l'émission de visas se sont bien déroulées, alhamdoulilah, grâce au dynamisme de notre banque partenaire BESIC et à la bonne collaboration des chefs de groupe d'agence. À ce jour, le transfert a été intégralement effectué pour les 15 891 pèlerins. Après l'alimentation des comptes IBAN des groupes d'agence, normalement, rien ne doit entraver la procédure d'émission de visa. Malheureusement, en faisant le point ce matin de l'ensemble des visas émis, je relève que sur les 15 891 qui constituent le quota du Niger, nous n'avons pu, ou les chefs de groupe d'agence n'ont pu émettre que 14 492 visas. 1389 visas sont encore en suspens. Ensuite, le déplacement des futurs pèlerins. Conformément au contrat signé entre le COHO et les compagnies de transport aérien désignées, l'acheminement des pèlerins vers la Terre Sainte se déroule normalement. Ainsi, on note que la compagnie Ethiopian Airlines, qui a un quota à transporter de 4 267 pèlerins, a déjà acheminé 4 167 pèlerins pour la première phase. Elle entamera sa deuxième phase à partir du 17 juin 2023. La compagnie Max Air, qui a un quota de 5 151 pèlerins, a déjà effectué 5 vols, au cours desquels elle a transporté un total de 2 693 pèlerins. Elle poursuivra ses opérations jusqu'à la date du 17 juin 2023. La compagnie Flynas, qui a un quota de 2 580 pèlerins, démarrera ses vols comme prévu, Inch'Allah, le 19-6-2023 et les achèvera le 22-6-2023. À travers ce point de presse devant les responsables des groupes d'agences, le COHO veut ainsi rassurer les Nigériens de façon générale, en particulier les futurs pèlerins, de la bonne organisation cette année du Hajj 2023, mais aussi de la bonne volonté des autorités du pays à créer toutes les conditions nécessaires pour un meilleur Hajj, et cela avec le concours de tous les acteurs concernés. Et puis l'Assemblée nationale du Niger se prononce sur les informations relayées par le journal L'Enquêteur en sa parution du jeudi 8 juin dernier, portant sur ce qu'il qualifie des millions de dépenses en rafraîchissement et abonnement Canal+. D'autres précisions avec Sidi Korona. C'est une réaction pédagogique et responsable qu'a souhaité l'Assemblée nationale du Niger par rapport à l'apparition du journal L'Enquêteur du jeudi 8 juin dernier. C'était rappel, l'article qui a fait la une du journal traitait des millions dépensés à l'Assemblée nationale en rafraîchissement et en abonnement Canal+, faisant au passage part des montants colossaux engagés en ce sens. Ce qui naturellement l'a amené à dire que les pratiques du genre ne doivent pas avoir cours dans ce contexte de morosité économique généralisée. L'Assemblée nationale, sans en être outrée, a souhaité cependant que l'article en question soit enrichi d'éléments d'appréciation qui prennent en compte les inscriptions budgétaires des législatures passées en matière de rafraîchissement et autres rubriques indexées dans le journal. L'institution parlementaire assure qu'il n'y a pas de changement au niveau des inscriptions budgétaires qui prennent en compte ces différentes rubriques. Le seul changement que concède l'institution, c'est le montant par nombre de députés qui a varié avec l'augmentation de ce nombre de députés. Nombre qui est passé de 113 députés à 166 actuellement, les députés de la diaspora mis à part. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté ou d'une nouvelle trouvaille. Ce sont bel et bien des montants qui rentrent dans le cadre normal du budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale, comme cela a toujours été le cas. D'autre part, l'institution parlementaire assure appliquer
les mêmes taux admis par la réglementation en la matière, taux appliqués par les autres institutions de la République. De lors, selon l'Assemblée nationale, il n'y a pas lieu de parler de mauvaise gestion ou même d'excès dans un contexte de crise financière. L'institution parlementaire se dit solidaire du peuple nigérien et rassure quant au respect de son engagement de respecter et de faire respecter les deniers de l'État. Autre aspect de cette édition, depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves écrites des examens du BPC session en 2023. Au plan national, cette année, ce sont plus de 140 000 candidats à la conquête du diplôme BPC. Ici à Niamey, c'est le centre CG25 qui a servi de cadre pour le lancement de ces activités. Plus de détails dans ce compte rendu. Pour le compte de Niamey, ce sont 35 728 candidats qui sont à la conquête du diplôme du BEPC. Pour cette édition, à Niamey, c'est le CG25 qui a servi de cadre pour le lancement de ces épreuves avec les autorités politiques et académiques de Niamey. Les examens aujourd'hui au Niger, la fraude n'a plus de place. Nous avons à côté, à ma gauche, la présidente de la Halcia. En tout cas, qui depuis cette décision salutaire des plus hautes autorités de notre pays est à nos côtés, en tout cas pour nous accompagner afin que la tricherie et autres arts soient vraiment derrière nous. La première épreuve qui a constitué le sujet de rédaction est jugée abordable par cette candidate. L'épreuve s'est bien déroulée. On a bien fait ça. Souhaitons la suite que ça soit bonne. Jury numéro 30, selon le président, les examens se passent dans de meilleures conditions. Donc, j'ai 491 candidats répartis donc dans 10 salles d'examen. La nouveauté de cette année dans ces examens est l'autorisation de l'utilisation des calculatrices non programmées dans les salles d'examen par les candidats. Comme les éditions antérieures, cette année aussi, on note une présence massive des membres de la Halcia et une forte implication de l'institution dans l'organisation de ces examens qui durera 3 jours et dont le second groupe est prévu à partir du 24 juin prochain. À Maradi également, les candidats ont débuté ce matin les épreuves du BPC session en 2023. Notre équipe bureau reportage de Maradi a fait quelques centres de Maradi pour le constat. D'autres détails avec Insa Zoumani et Ibrahim Amadou. Ils sont au total 26 574 candidats à se présenter aux examens du brevet d'études du premier cycle session 2023 au titre de la région de Maradi, dont 11 437 filles et 15 137 garçons répartis dans 80 centres avec 73 jurys. Ayant sillonné 3 établissements pour le coup d'envoi des épreuves écrites du BEPC, le gouverneur de la région de Maradi s'est dit satisfait. C'est avec une grande fierté que nous sommes venus dans 3 établissements où nous avons vraiment encouragé les élèves pour la bonne réussite. Entre-temps, nous avons profité pour donner des conseils aux membres du jury et à l'ensemble des surveillants pour faire très attention. Les examens du BPC aujourd'hui constituent une priorité pour le gouvernement. Le président de la République et le gouvernement ont fait de notre éducation une priorité. Pour cette raison, nous avons souhaité des examens sains, des examens honnêtes où les élèves qui vont admettre le mérite. Même son de cloche chez le directeur régional de l'éducation nationale. Toutes les dispositions ont été prises. Donc cette question me permet en fait de remercier l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués pour que l'année se déroule normalement. Parmi ces acteurs, je ne peux citer d'abord les enseignants, les élèves eux-mêmes, les autorités administratives et coutumières, les parents d'élèves, les syndicats, les associations, en tout cas tous ceux qui œuvrent
pour le bien-être de l'école se sont impliqués pour que l'année se déroule normalement. Pour l'année académique 2022-2023, la capitale économique enregistre 25 229 candidats officiels et 1345 candidats libres, tous pour la quête de leur diplôme du second degré. À Radisson Blu de Niamey s'est tenue ce matin une rencontre à l'ABN et ses partenaires, à savoir la GIZ, l'Union européenne et l'État du Niger. Objectif de viser la clôture des projets Nexus et Flexus d'une part et d'autre part le lancement des projets Climo et GIZ appui à l'ABN phase 3. Youssouf Haïdara et Abdoulaye Sedou pour les détails. La présente rencontre, qui regroupe les représentants des 9 États membres de l'autorité du bassin du Niger, d'une part, et les partenaires de ce dernier, d'autre part, a un double objectif: procéder à la clôture des projets Nexus et Flexus et le lancement du projet Climo, Nexus Eau et Climat, ainsi que le projet GIZ appui à l'ABN phase 3. Les deux premiers projets, Nexus et Flexus, ont respectivement pour objet d'accroître la paix, la stabilité, ainsi que l'amélioration de la sécurité et la résilience au changement climatique. Durant les 3 années de leur mise en œuvre, des succès ont été enregistrés et des leçons ont été apprises. Pour les partenaires de ces projets, ces derniers ont permis le renforcement de la coopération entre les parties prenantes. Aujourd'hui, nous sommes liés d'une part par notre intérêt pour la protection, la conservation et la gestion durable des ressources en eau dans le bassin du Niger. Mais nous sommes aussi liés concrètement par une longue et fructueuse coopération entre la coopération allemande, nos amis de l'Union européenne et nos chers partenaires de l'autorité du bassin du Niger et les 9 États membres représentés aujourd'hui ici que l'ABN réunit. Félicite encore une fois l'ambassade de l'Allemagne, la coopération allemande, l'ABN, les autorités des pays du bassin du Niger et tous les autres intervenants à la mise en œuvre des initiatives Nexus et Flexus pour les efforts que nous permettent aujourd'hui d'annoncer et apprécier ces résultats si importants pour la gestion transfrontalière de l'eau. Pour l'autorité du bassin du Niger et l'État du Niger, les nouveaux projets Nexus au climat et GIZ appui à l'ABN phase 3 contribueront à capitaliser les acquis du Nexus et Flexus, aussi de booster le développement à travers la coopération transfrontalière. L'autorité du bassin du Niger apporte son soutien et entend valoriser les résultats de ces initiatives intersectorielles et locales telles que développées par les projets Flexus et Nexus. L'autorité du bassin du Niger porte un intérêt particulier à la thématique de la gestion intégrée des ressources en eau transfrontalière pour l'adaptation au changement climatique porté par le projet Climo. Le projet Climo, en abordant la thématique de la gestion intégrée des ressources en eau transfrontalière pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, permettra de continuer à renforcer la coopération régionale entre les pays membres de l'ABN et d'accompagner les efforts de nos États dans la mise en œuvre des politiques nationales d'adaptation et d'atténuation dans le secteur de l'eau. Le Nexus au climat et la GIZ appui à l'ABN phase 3 seront donc une continuité pour la gestion régionale des ressources en eau. Ainsi, ils auront pour objectif de contribuer au développement économique tout en préservant la paix et la stabilité dans la zone du bassin du Niger. La Banque Atlantique du Niger, en collaboration avec International Finance Corporation, IFC, a organisé ce matin une formation au profit des entrepreneurs des femmes sur la gestion financière des entreprises. Une formation qui va durer 4 jours. Boubacar Amadou et le Koba. Il y a environ 3 ans de cela, la Banque Atlantique Niger a ouvert un guichet pour le développement des petites et moyennes entreprises. Une façon pour la banque d'accompagner ces dernières à devenir des grandes entreprises. Pour accompagner cette initiative, la banque a organisé cette séance de formation à l'intention des femmes entrepreneurs dans la gestion financière de petites et moyennes entreprises. En organisant cette formation,
qui va durer 4 jours, la Banque Atlantique vise plusieurs objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est de décrire comment une entreprise peut réaliser des bénéfices et doit réaliser des bénéfices. Le deuxième objectif, c'est de planifier les moyens d'améliorer sa rentabilité. Le troisième objectif, c'est d'identifier les moyens d'améliorer les flux de trésorerie. Le quatrième objectif, c'est de pouvoir utiliser la documentation pour nos prises de décision. Ensuite, on a également la question relative au crédit. Souvent, on a besoin de prendre du crédit avec la banque, mais dans quel contexte il faut prendre le crédit? Comment prendre le crédit? Est-ce qu'il y a nécessité de prendre le crédit? Tout ça, c'est des questions qu'on va vous expliquer. Dernier objectif, c'est l'épargne. Quand on est une entreprise, contrairement à ce qu'on croit, on ne doit pas seulement avoir recours au crédit. Dès qu'on a l'argent, on met dans autre chose. Il faut penser à épargner également. Dans cette initiative, la Banque Atlantique bénéficie du soutien de l'International Finance Corporation, IFC, du groupe de la Banque mondiale. Les formations qu'on a organisées ensemble avec la Banque Atlantique ici au Niger, ça s'encadre dans une initiative beaucoup plus grande, beaucoup plus large dans les pays du Sahel, qui vise à promouvoir l'accès au financement ainsi que l'accès aux services non financiers, dont fait partie le renforcement des capacités pour les TPME, particulièrement pour les TPME féminins. Donc c'est un grand plaisir que nous avons un partenariat avec la Banque Atlantique qui partage notre vision et d'ouvrir cette formation aujourd'hui. Invité dans cette initiative, l'ONU Femmes, une organisation des Nations Unies qui œuvre pour la participation active des femmes et des filles dans le développement des États. L'initiative que vous êtes en train de faire, la Banque Atlantique et SFI, est très importante parce que pour avoir accès au crédit bancaire, il faut avoir un minimum de documents. Et ce minimum de documents vous oblige à vous formaliser. Et en vous formalisant, vous êtes reconnu, vous avez une identité qui vous permet de développer votre activité. Et c'est pour cela que je vous encourage à multiplier ce type d'initiative, à encourager les femmes et les filles, les entreprises dirigées par les femmes et les jeunes, à pouvoir véritablement s'adresser aux structures bancaires et à se prendre en charge avec les banques. Cette formation qui permettra à ces femmes entrepreneurs de renforcer leurs capacités sur la gestion financière de leurs entreprises respectives va contribuer au développement des entreprises, notamment les plus petites, pour enfin devenir des grandes entreprises. La Banque Atlantique est un groupement de 8 banques ouest-africaines créé par arrêté le 11 août 1978 avec un capital initial de 1 milliard de francs CFA. À partir de 2012, elle devient une filiale du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey des assises de l'atelier du projet Amplifie FC, un projet de planification familiale et de santé reproductive financé par l'USAID et mis en œuvre par Pathfinder au Niger. Compte rendu signé Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane. La présente rencontre de ce mardi 13 juin 2023 marque le début de l'atelier de partage et de capitalisation des résultats de la mise en œuvre du projet Amplify, un projet financé par l'USAID et mis en œuvre par Pathfinder au Niger en collaboration avec le ministère en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales. Les participants seront édifiés sur les réalisations faites par le projet. Ce projet au Niger intervient dans 5 districts sanitaires qui sont ceux de Niamey 1, 3 et 5, la ville de Zender et Myria. L'un des objectifs de ce projet est de mobiliser et engager les populations, les ressources nationales, les donateurs, les communautés, afin de renforcer la pérennisation et la mise à l'échelle de la PF du postpartum, post-abortum et la délégation des tâches. Pour atteindre cet objectif, il a été mis en œuvre plusieurs approches innovantes. Les participants sont invités à des débats constructifs en vue de tracer davantage des pistes de solutions pour la planification familiale et de la santé reproductive, surtout pour la pérennisation du projet. C'est pour capitaliser cette bonne pratique enregistrée dans les 5 districts sanitaires
que le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales organise cette rencontre de passage à témoins du fonctionnement des comités techniques d'appui au réseau aux mairies de 5 communes de la zone d'intervention du projet Amplify TF. C'est également une opportunité pour faire le plaidoyer auprès d'autres partenaires pour le passage à grande échelle de cette pratique prometteuse. Au cours de cet atelier, des réflexions et des propositions pertinentes sont attendues afin d'enrichir le projet et continuer les réalisations au profit des plus nécessités. Et puis, une cinquantaine d'élus locaux, leaders religieux, traditionnels et administratifs étaient à renforcement de leurs capacités sur le droit à la santé sexuelle et reproductive ainsi que la planification familiale. Des propositions pertinentes sont attendues en vue donc de sensibiliser à davantage les Nigériens. Compte rendu signé Reina Moussa. Cette rencontre vise à donner un meilleur contenu aux jeunes afin d'être mieux sensibilisés sur les questions relatives à la santé de la reproduction. Elle réunit autour d'une même table 150 élus locaux, leaders traditionnels, religieux et administratifs et est initiée par Afrinia Niger. L'objectif de cet atelier de 2 jours que nous sommes en train d'organiser, c'est d'amener les décideurs locaux à déjà assimiler toutes les questions autour de la DSSR, les droits à la santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, et pouvoir nous aider à mener un plaidoyer pour que le narratif autour des DSSR puisse évoluer. Alors, ce projet est mis en œuvre dans le cadre du projet Stream2. Stream2 est un projet financé par l'IPPF, dont cette session, disons, ce projet est mis en œuvre par Afrian Régional et dans 3 pays, à savoir le Niger, le Burkina et le Mali. Les thématiques développées au cours de cette rencontre ont permis aux participants d'être mieux édifiés. Cette formation, vraiment, nous sommes très contents pour cela. Parce qu'il y a des choses que nous, on n'a pas pu avoir et aujourd'hui, on les a eues. C'est vraiment bon. Parce que nous voulons toujours copier, mais quelles sont nos valeurs? Et aujourd'hui, nous voyons que nous banalisons nos valeurs. Et suite à cette formation, nous avons compris que nous devons mettre d'abord devant nos valeurs. Quel que soit ce qu'on nous apporte, comme la civilisation nous apporte, ou le monde nous apporte, nous devons savoir que nous avons des valeurs que nous devons préserver. Les acteurs œuvrant dans le domaine présents à cette rencontre se réjouissent de la thématique. Les débats ont montré que chacun de vous a une vision, un point de vue, mais l'essentiel était de débattre et surtout de se comprendre par rapport à cette thématique assez importante de questions de droit en matière de santé sexuelle et reproductive. Et c'est ce que nous voulons, que tous les acteurs soient engagés dans ce débat, que tout le monde donne son point de vue, qu'on en débatte et que les problèmes qui sont soulevés, que nous comprenions qu'en réalité, ce sont des problèmes de développement, ce sont des problèmes de santé publique aujourd'hui. Ce choix n'est pas fortuit. Tout à l'heure, monsieur le formateur l'avait dit. Les DSSR, les violences basées sur le genre, sont un tabou dans notre pays et dans nos pays même d'une manière générale. Mais malheureusement, on ne peut pas aussi dissocier la prise des stupéfiants, la consommation des stupéfiants, comme l'avait fait monsieur le formateur, aussi aux violences basées sur le genre. On va voir tout à l'heure quelles sont les causes des violences basées sur le genre. Stream2 est un programme qui vise à contribuer à agir sur les communautés afin de créer un environnement favorable, garantir un accès universel aux services de la santé sexuelle et reproductive, centré sur les jeunes par des stratégies à haut impact en améliorant les législations par le plaidoyer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.